Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Raser les murs aux côtés de Marc Villard, c'est vertigineux. Avec Raser les murs, publié aux éditions Joël Losfeld, Marc Villard frappe fort et vite à travers 9 nouvelles qui glacent le sang. Le noir, c'est la littérature de la révolte, dit Xyd Villard. C'est savoir observer le monde et saigner ses travers. Rencontre avec une légende de la littérature noire, aux yeux malicieux et à l'élégance du poète. Car Marc Villard a écrit de la poésie avant de passer à la fiction. C'est parti. Bonjour Marc Villard. Le roman noir, c'est de la poésie? Non, puisqu'il s'agit d'une fiction narrative, alors que la poésie, c'est de la création pure. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la poésie. Bon, parfois, effectivement, certains auteurs de nouvelles, de fiction, peuvent partir dans des délires poétiques. Mais moi, bien qu'ayant commencé par écrire de la poésie, quand j'ai commencé à écrire de la fiction, j'ai essayé d'être dans une narration fictionnelle sans chercher à être une sorte de type entre les deux genres. Faut-il avoir connu la galère, les chemins de traverse, pour pouvoir écrire sur le noir? Je pense pas qu'il faut avoir souffert ou avoir vécu dans la précarité pour pouvoir écrire des fictions sur la précarité, sur la détresse. Sinon, ce ne serait plus des fictions, ce serait des reportages. Et donc, c'est un travail journalistique. Le principe de la fiction, c'est justement d'inventer beaucoup de choses, mais pour que tout cela arrive à fonctionner, il faut quand même avoir une base et pas partir la fleur au fusil sans rien connaître de la réalité. Moi, par exemple, j'habite au centre de Paris, dans les Halles, du côté des Halles, et on est confronté dans cet endroit, dans ce quartier, à beaucoup de misère, puisque ceux qui sont dans la misère d'une part ou qui sont des migrants venant de pays étrangers ou proches, ont tendance à venir dans cette capitale, à Paris, parce qu'il y a des moyens de survie beaucoup plus nombreux qu'en province ou dans des zones à moitié désertées. Par exemple, il y a plusieurs soupes populaires à Paris qui ont des noms précis ou pas. Et bon, en s'y prenant bien et en se tenant au courant, on peut pratiquement, pendant l'hiver surtout, manger tous les soirs et pas forcément des choses mauvaises. C'est pareil, la soupe populaire qui est pas loin d'ici d'ailleurs, la soupe Saint-Eustache, donne un sac de nourriture pour les personnes qui mangent à la soupe le soir, pour qu'elles puissent se restaurer dans leur coin, seules. Le lendemain, elles repartent avec un sac. Donc en fait, il existe beaucoup et puis il y a beaucoup d'associations qui donnent des coups de main à tous ceux qui sont dans le besoin. Donc tout ça je le vois, je vois les gens qui font la manche dans la rue, je vois la pauvreté. Ça c'est sûr que si j'habitais dans un petit cottage tout à fait charmant du sud-est, au milieu des vignes, je ne serais au courant de rien et là je risquerais de raconter n'importe quoi. Mais malgré tout, dans des fictions même marquées socialement comme celles que je peux faire de temps à autre, je pars sur une base quand même plausible. Oui. Je vais pas raconter n'importe quoi. Mais j'invente des choses, j'invente des personnages, j'invente des situations. C'est le travail de l'écrivain. Le vide, la misère, ont-ils une teinte particulière? Concernant
la couleur, oui, on est toujours dans le gris. Mais d'ailleurs, Paris, à l'exception des mois où il fait vraiment très beau et où là, Paris est en majesté, et notamment tout ce qui relève de Haussmann et les immeubles, etc. L'hiver, la pluie, la grisaille, c'est le gris qui ressort dans une ville comme Paris. Donc je pense qu'on peut assimiler la précarité, oui, au gris. Ouais. Surtout dans une ville importante, une grande métropole. Vous avez écrit beaucoup de romans, beaucoup de nouvelles. Quelle est la force de la nouvelle ? J'ai pas choisi le texte court, nouvelle ou novella, en fonction de l'impact que la nouvelle pouvait avoir. C'est qu'en fait, j'ai une histoire pas compliquée mais particulière. J'ai commencé par écrire de la poésie pendant une dizaine d'années. Et au tout début des années 80, à la fin des années 70, j'ai voulu me frotter à la fiction. Et je me suis aperçu que la démarche de la fiction impliquait une gymnastique complètement différente de celle de la poésie, à savoir la poésie est là pour resserrer, rétrécir le texte, enlever tout ce qui est du domaine du gras, en quelque sorte, et que dans la fiction, il ne faut pas avoir peur, au contraire, du développement, des explications, de la psychologie, des adjectifs, etc. Et de moi-même, j'ai adopté une écriture comportementale où mes personnages ne pensent pas. C'est très rare que je fasse penser mes personnages. J'utilise assez peu de descriptions, d'adjectifs, ce qui fait que j'étais voué à écrire des textes courts. Et à mes débuts dans la fiction, j'ai écrit quelques romans, c'est vrai, mais il s'agissait de petits romans parce que mon écriture n'était pas adaptée à de longs développements et notamment au développement qu'implique un roman de fiction, que ça soit général ou noir. Donc, ce choix, il m'a été presque imposé par mon écriture et mon choix d'écrire de façon comportementale. Cela dit, au fil du temps, comme j'ai écrit entre 500 et 600 nouvelles, c'est vrai que j'ai pris goût à la vivacité du texte et surtout ce que j'avais du mal à supporter et qui est le b.a.-ba du roman, c'est qu'il y a souvent une période d'installation dans les romans qui dure plusieurs pages, où on nous explique un peu où ça se passe, qui est là, ce qui s'est passé avant. S'il s'agit d'une longue saga, on a droit à la vie de la famille depuis 1789. Donc, toute cette installation, ça m'a toujours ennuyé. Et ce que j'apprécie dans la fiction, c'est de pouvoir rentrer dans le dur tout de suite. À la limite, ça peut être dans un dialogue, mais même, sans parler de dialogue, on est je prends plaisir à commencer une histoire dans l'action. Et après, j'explique par petites touches, par détails, à qui on a affaire. Mais je suis content de ne pas infliger au lecteur un corpus explicatif en amont, donc au début du livre, parce que ça a tendance à fatiguer tout le monde. Tout démarre d'une façon différente dans le texte court. Là, je ne sais pas d'où ça me vient. Je crois qu'un jour, j'ai dû lire un livre confession d'une femme qui avait un passé très fort d'alcoolique et qui vivait un enfer, qui a vécu un enfer. Et je pense que ça a dû me marquer. Je n'ai plus le livre en tête. Puis c'est resté comme ça pendant des années et des années. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose là-dessus. Et puis le reste est venu comme ça, vous savez, comme quand on bâtit une fiction, on cherche un personnage. Je me suis dit que ce serait bien que plutôt qu'elle vive avec un homme qui, comme dans les gazettes, lui tape sur la gueule tous les soirs, malheureusement c'est vrai, ça se passe souvent comme ça, mais là c'est sa fille Mais oui, ça démarre comme ça. D'autres fois, c'est comme je venais d'en parler, là, c'est lié par exemple à un fait de portée mondiale qui est justement la guerre civile en Syrie. Mais peut y avoir d'autres choses. Par exemple, il y a un texte là-dedans qui est un texte sur le jazzman
Art Pepper, qui est bon, c'est un jazzman que je connais bien, dont je connais bien la musique, mais je pensais pas qu'on me demanderait ce texte. Et du coup, j'ai voulu faire l'inverse de ce qu'on attendait de moi. J'étais pas tout seul dans ce collectif, à savoir camper Art Pepper chez lui sur la côte ouest aux États-Unis. Et du coup, je l'ai installé parce qu'il est venu quelques fois en France dans un festival niçois, et je raconte une petite histoire autour de Pepper en France. Il y a mille façons en fait d'être requis par une idée, un texte, mais ça démarre jamais de la même façon. Hein. C'est très curieux. Hein. Alors je pense que pour des romans, un romancier doit retrouver des schémas plus réguliers, parce que le roman c'est un chantier énorme. Hein. C'est comme le type qui part en camping, il a tout son matériel, et à l'arrivée il faut que la tente tienne debout. Donc je pense qu'il y a des enchaînements d'idées, de fonctionnalités qui se créent, et un romancier doit avoir une manière de travailler, je pense quand même, et encore. Mais pour la nouvelle, dans la mesure où on sait que c'est pas très grave, parce que même si vous commencez une nouvelle et que ça se passe mal, bon, c'est un texte qui fait 20 feuillets, vous voyez, bon, il n'y a pas mort d'homme, et même si vous devez la recommencer complètement, c'est pas insurmontable. Si vous démarrez 400 pages, là, vaut mieux savoir où on va. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que l'attitude de l'écrivain face au roman ou face à un texte court n'est pas la même, je pense. Que pensez-vous de la langue argotique, comme vous en usez, par exemple, dans l'une des nouvelles de votre recueil, Pigalle? Ce que moi, je pense, si vous voulez, c'est que l'argot qui était l'argot de Pigalle, qui était l'argot de Montmartre, etc., du milieu du siècle précédent, a été remplacé par ce qu'on peut appeler le verlan, qui lui nous vient de la banlieue. Et je ne veux pas, et je n'ai jamais voulu pratiquer le verlan dans mes livres, parce qu'il est beaucoup trop marqué. Et je pense que le verlan, comme d'ailleurs l'argot du début de siècle précédent, disparaîtra et paraîtra extrêmement daté quand on le relira dans 20-30 ans. Je n'ai jamais fréquenté les truands. Je les ai fréquentés par cinéma interposé, pas tellement les livres, mais le cinéma. Après, il y a un autre argot qui s'est mis en place avec Simonin, par exemple, qui était l'argot des durs de la butte Montmartre, avec toute une construction autour des personnages. Il y avait toujours, la serveuse était souvent rousse, le café était un repère de truands, ils avaient de longues limousines. Enfin bon, il y a toute un matériel en quelque sorte de base qui était le matériel plutôt des truands, c'est vrai. Pour ce qui concerne la langue, oui, la langue s'est un peu modernisée, mais c'est vrai que l'argot était encore très présent dans ces années 50-60, et à partir on parle du roman noir là, à partir du début des années 70, avec l'apparition de Jean-Patrick Manchette et de Jean Vautrin, par exemple, tout cet argot folklore, on dira, a été évacué. Et de temps en temps, il y a des mots qui sont de l'ordre de l'invective ou de la conversation entre des jeunes ou même des adultes qui restent, effectivement. On ne parle pas dans un roman noir comme on parle dans un roman de l'écriture blanche, mais on n'est pas obligé d'en rajouter. On peut très bien maintenant dire des choses fortes, dures, inquiétantes, sans obligatoirement avoir ce soutien d'une langue particulière. Elle paraît même un peu douteuse et un peu, folklorique, dépassée, je pense. Donc moi, je fais un peu attention, si vous voulez, par exemple, quand je parle dans Pigalle,
il n'y a pas regardez bien, il n'y a pas énormément d'argot. Par exemple, je décris des filles qui sont des stripteaseuses dans des boîtes. Bon, c'est vrai que je suis un peu... on est tenté, puisque c'est des boîtes, c'est Pigalle, c'est la nuit. Enfin bon, c'est une succession de clichés. Hein, je me suis amusé avec ça. Oui, mais j'ai... Bon, ma position n'était pas de mettre en place et de remettre en place un langage argotique. J'en ai une autre dans ce recueil où j'aurais pu, alors encore plus là, tomber dans l'argot, c'est Kebab Palace qui se passe avec une mère et sa fille. La mère est ivre du matin au soir. Elles vivent toutes les deux dans une roulotte pas très loin de Colmar et elles sont confrontées au meurtre d'une Chinoise. Et ces deux femmes qui vivent ensemble, qui ont du mal à se supporter, et pour la mère à supporter l'alcool surtout, ont tendance à s'engueuler, mais bon, les mots choisis ne sont pas vraiment des mots argotiques, je pense. On est dans un français qui est bousculé parce que on se trouve dans un lieu où on ne parle pas avec le petit doigt levé, et comme les jeunes marquis le faisaient, mais il n'y a pas. J'ai très peu utilisé l'argot pour ça. Le noir, c'est l'absence d'espoir ou l'absence de morale? Le noir peut être moral. Hein, il y a au contraire, c'est le roman noir et la nouvelle noire véhiculent souvent une moralité forte qui n'est pas forcément la moralité ambiante, mais oui, ça peut être moral, mais c'est surtout, oui, je suis assez d'accord avec vous, c'est une écriture plutôt désespérée, oui, qui voit plutôt les choses qui ne vont pas plutôt que celles qui vont bien et qui n'ont rien une littérature qui n'a rien à voir avec le feel-good book, par exemple. Moi, je pense d'ailleurs que quand on choisit l'écriture noire, que ce soit le roman, la nouvelle, la novella, peu importe, on fait un choix, on n'est pas obligé d'écrire. Hein. On peut descendre dans la rue, lancer des pavés, il y a 1000 façons de protester d'une façon ou d'une autre contre la vie en général, mais quand on fait le choix de l'écriture, c'est pour dire que ça va pas. Sinon, ça sert à rien de dire que tout est formidable, que ça va bien. Une littérature, vous voyez, qui serait, oui, alors très moralisante, mais en même temps positive. Et qui irait plutôt du côté, effectivement, de ce que je disais, le feel-good book. Vous voyez, finalement, j'ai fini par utiliser des expressions anglaises. Mais celle-là, on a du mal à y échapper. Donc, ça ne m'intéresserait pas d'écrire pour comment dire, je n'aurais pas choisi dans ce cas-là le noir. Le noir, c'est comme la couleur. Hein. On n'est pas là pour raconter des histoires à l'eau de rose. Alors oui, il y a sûrement beaucoup de désespoir dans cette littérature, mais ça n'est pas non plus quelque chose de gravé sur les tables de la loi. Hein. On peut très bien aussi. Il m'arrive, comme j'écris beaucoup de textes, vu que ce sont des textes courts, il m'arrive de faire des fins ouvertes qui ne tirent pas forcément vers le bas. Si vous voulez, je suis comme tout le monde. Hein. J'écris sur moi, j'ai écrit sur les gens que je connaissais, sur la société, tout ça, et je suis tributaire de ce qui se passe. Alors, ce qui se passe ces dernières années, côté migration, puis c'est pas fini avec l'Ukraine, comme vous avez vu, on a eu de quoi faire, et notamment avec tous ces pays, la Syrie, l'Irak, enfin bref, des pays de l'Orient, Moyen-Orient. Donc, je me suis assez attaché, effectivement, à la Syrie, parce que, le fait que Bachar el-Assad ait décidé de détruire carrément son pays et sa population, ça m'a marqué, et je me suis dit quand même que ceux qui quittaient la Syrie étaient des gens qui avaient beaucoup de courage, qui faisaient un très très long chemin pour arriver jusqu'à nous. Et j'ai plutôt, parlé de migrants syriens.
Donc, comme c'était là, mais vous savez, je peux être aussi marqué par autre chose. Bon, l'Ukraine, non, puisque je n'ai absolument pas de... je suis comme tout le monde, là, je reçois les informations au jour le jour, j'achète les journaux. Bon, je n'ai pas à connaître d'Ukrainien, ni vraiment ce pays, je n'y suis jamais allé. Mais je suis sûr que connaissant le monde comme on finit par le connaître, on aura d'autres occasions de se révolter. Donc oui, c'est ça aussi d'ailleurs. Je pense que le roman noir et la nouvelle noire sont aussi des littératures de révolte. De révolte. Oui, bien sûr. C'est la question que j'allais vous poser. Oui. Plus que le traditionnel roman policier, si vous voulez. Le roman policier, c'est un roman d'enquête. Alors cela étant, on peut très bien trouver dans le roman policier des enquêteurs qui sont terrifiés parce qu'ils découvrent au jour le jour et qui se révoltent aussi. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai que c'est plutôt le roman noir qui est là dans la révolte. Le thriller, c'est différent. C'est un roman, c'est une littérature pour faire peur, comme son nom l'indique. Donc là, tout ce côté suspense exacerbé n'a pas forcément besoin d'être scotché sur le réel, sur ce qui se passe dans la vie. La littérature noire, c'est la disparition du héros sauveur, omniprésent, au profit de gens plus ordinaires. Le roman noir s'intéresse surtout à des gens ordinaires qui sont aspirés dans l'extraordinaire et qui vont essayer de s'en sortir par tous les moyens, comme un type qui se retrouve dans les sables mouvants et qui essaie de s'en sortir avec un tournevis. Vous voyez, c'est pas toujours la meilleure façon. Donc, oui, mais c'est typique du noir, du roman noir. Le héros, non, parce qu'en fait, le héros existe, mais dans le roman policier. Prenons Simenon avec Maigret. Bon, c'est l'archétype il y en a eu plein. Après Simenon, bon, encore ces jours-ci, il y en a toujours. C'est l'archétype du héros et qui prend le centre et la lumière, mais en plus il est récurrent, c'est-à-dire qu'effectivement dans le roman policier, c'est très rare que le roman policier se limite avec un personnage fort à un seul livre. Il est exploité longtemps, donc on a cette image du héros, mais dans le roman noir, non, c'est rare que les personnages principaux, je dirais pas les héros justement, les personnages principaux soient récurrents, reviennent dans d'autres... Je suis en train de vous dire ça, puis justement, il y a une fille que j'ai utilisée 2 fois déjà, et je vais clore la chose avec un 3e texte, mais qui est une fille qui vit à Paris et qui est livreuse dans ce qu'on pourrait appeler un Deliveroo périphérique. Et bon, alors c'est difficile d'en faire une héroïne, mais c'est une fille qui s'accroche et qui a une vie à côté de son travail de livreuse. Pardon. Mais c'est exceptionnel. J'en ai pas fait une héroïne de toute façon. C'est un personnage qui passe. Oui, c'est bien de s'intéresser aussi aux gens ordinaires. Marc Villard, accepteriez-vous de nous lire un extrait de votre livre ? Kebab Palace. Cécile avance dans les rues de Richheim. Il lui faut un bar. Un endroit où elle pourra trouver du sherry, du picon grenadine, un pouilly fuissé à température, quoique ça fasse un peu chochotte, un pur malt de Douarnenez, un Gewürz évidemment, un litre de villageoise, une côte, une vodka Ruskov, un fond d'aquavite. Elle passe devant le pied de cochon fermé, le balto fermé, le rack des écoles fermé, le moderne café fermé. La neige fondue lui glace les pieds. Maintenant elle est remontée, Cécile. Elle pourrait buter quelqu'un, n'importe qui, même un gosse. Pourtant elle aime les enfants, mais la soif, c'est particulier. Tuer, dit-elle. Puis elle voit le café des 3 boules qui vivote dans la brume violette. Elle pense à Hendrix et à tous ces garçons qui fermentent la terre vietnamienne. Son premier verre leur sera dédié. Elle entre dans le bar et commande un jaune. Sans eau, précise-t-elle. Plus tard, elle dit que le Ricard, ça bouge pas, c'est du béton. Elle dit qu'il existe des alcools de PD qui changent d'un bar à l'autre. Elle commande 3 autres Ricards. À minuit, elle chante Zach Boiroum, avec sa voix de mauvais bourbon. Puis elle glisse dans la sueur. Allongée par terre, on dirait une petite fille, mais elle vient de fêter ses 43 ans. Sa peau est trop blanche,
ses cheveux trop longs et ses vêtements trop pourris. Elle s'habille chez Emmaüs. Freddy, le patron des Trois Boules, se penche sur le zinc et essaie d'apercevoir ses cuisses. Mais la robe en batik s'interpose. Du coup, Freddy compose le numéro des flics. Il a compris qu'elle ne paiera pas ses consommations. C'était l'homme aux 200 nouvelles, qui a également signé de nombreuses bandes dessinées, avec entre autres Loustal, Cyril de Ruineau, Herman Strié et Chauzy.